Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 31, chapitre 13. Affinité mutuelle des êtres organisés, morphologie, embryologie, organes rudimentaires. Classification. Groupes subordonnés à d'autres groupes. Système naturel. Les lois et les difficultés de la classification expliquées par la théorie de la descendance avec modification. Classification des variétés. Emploi de la généalogie dans la classification. Caractère analogique ou d'adaptation. Affinité générale, complexe et divergente. L'extinction sépare et définit les groupes. Morphologie, entre les membres d'une même classe et entre les parties d'un même individu. Embryologie, ces lois expliquées par des variations qui ne surgissent pas à un âge précoce et qui sont héréditaires à un âge correspondant. Organes rudimentaires, explication de leur origine, résumé. Dès la période la plus reculée de l'histoire du globe, on constate entre les êtres organisés divers degrés de ressemblance, de sorte qu'on peut les classer en groupes subordonnés à d'autres groupes. Cette classification n'est pas arbitraire, comme l'est par exemple le groupement des étoiles en constellations. L'existence des groupes aurait eu une signification très simple si l'on eût été exclusivement adapté à vivre sur Terre, un autre dans l'eau. Celui-ci à se nourrir de chair, celui-là de substances végétales, et ainsi de suite. Mais il est tout autrement, car on sait que, bien souvent, les membres d'un même groupe ont des habitudes différentes. Dans le 2e et dans le 4e chapitre sur la variation et sur la sélection naturelle, j'ai essayé de démontrer que, dans chaque région, ce sont les espèces les plus répandues et les plus communes, c'est-à-dire les espèces dominantes appartenant au plus grand genre de chaque classe, qui varient le plus. Les variétés ou espèces naissantes produites par ces variations se convertissent ultérieurement en espèces nouvelles et distinctes. Ces dernières tendent, en vertu du principe de l'hérédité, à produire à leur tour d'autres espèces nouvelles et dominantes. En conséquence, les groupes déjà considérables, qui comprennent ordinairement de nombreuses espèces dominantes, tendent à augmenter toujours davantage. J'ai essayé en outre de démontrer que les descendants variables de chaque espèce cherchent toujours à occuper le plus de places différentes qu'il leur est possible dans l'économie de la nature. Cette concurrence incessante détermine une tendance constante à la divergence des caractères. La grande diversité des formes qui entrent en concurrence très vive dans une région très restreinte et certains faits d'acclimatation viennent à l'appui de cette assertion. J'ai cherché aussi à démontrer qu'il existe chez les formes qui sont en voie d'augmenter en nombre et de diverger en caractère une tendance constante à remplacer et à exterminer les formes plus anciennes, moins divergentes et moins parfaites. Je prie le lecteur de jeter un nouveau coup d'œil sur le tableau représentant l'action combinée de ces divers principes. Il verra qu'ils ont une conséquence inévitable, c'est que les descendants modifiés d'un ancêtre unique finissent par se séparer en groupes subordonnés à d'autres groupes. Chaque lettre de la ligne supérieure de la figure peut représenter un genre comprenant plusieurs espèces, et l'ensemble des genres de cette même ligne formait une classe, tous descendants, en effet, d'un même ancêtre et doivent par conséquent posséder quelques caractères communs. Mais les 3 genres groupés sur la gauche ont, d'après le même principe, beaucoup de caractères communs et forment une sous-famille distincte de celle comprenant les 2 genres suivants, à droite, qui ont divergé d'un parent commun depuis la 5e période généalogique. Ces 5 genres ont aussi beaucoup de caractères communs, mais pas assez pour former une sous-famille. Ils forment une famille distincte de celle qui renferme les 3 genres placés plus à droite, lesquels ont divergé à une période encore plus ancienne. Tous les genres descendus de A forment un ordre distinct de celui qui comprend les genres descendus de I. Nous avons donc là un grand nombre d'espèces descendant d'un ancêtre unique, groupées en genres. Ceux-ci en sous-familles, en familles et en ordre, le tout constituant une grande classe. C'est ainsi, selon moi, que s'explique ce grand fait de la subordination naturelle de tous les êtres organisés en groupes subordonnés à d'autres groupes. Fait auquel nous n'accordons pas toujours toute l'attention qu'il mérite, parce qu'il nous est trop familier. Les naturalistes, comme nous l'avons vu, cherchent à disposer les espèces, les genres et les familles de chaque classe d'après ce qu'ils appellent le système naturel. Qu'entendons-nous par là ? Quelques auteurs le considèrent simplement comme un système imaginaire qui leur permet de grouper ensemble les êtres qui se ressemblent le plus et de séparer les unes des autres ceux qui diffèrent le plus, ou bien encore comme un moyen artificiel d'énoncer aussi brièvement que possible des propositions générales, c'est-à-dire de formuler par une phrase les caractères communs par exemple à tous les mammifères, par un autre ceux qui sont communs à tous les carnassiers, par un autre ceux qui sont communs au genre chien, puis en ajoutant une seule autre phrase, de donner la description complète de chaque espèce de chien. Ce système est incontestablement ingénieux et utile.
Mais beaucoup de naturalistes estiment que le système naturel comporte quelque chose de plus. Ils croient qu'il contient la révélation du plan du Créateur. Mais à moins qu'on ne précise si cette expression elle-même signifie l'ordre dans le temps ou dans l'espace, ou tous deux, ou enfin ce qu'on entend par le plan de création, il me semble que cela n'ajoute rien à nos connaissances. Une énonciation comme celle de Linné, qui est restée célèbre et que nous rencontrons souvent sous une forme plus ou moins dissimulée, c'est-à-dire que les caractères ne sont pas le genre, mais que c'est le genre qui donne les caractères, semble impliquer qu'il y a dans nos classifications quelque chose de plus qu'une simple ressemblance. Je crois qu'il en est ainsi, et que le lien qui nous révèle partiellement nos classifications, lien déguisé comme il l'est par divers degrés de modification, n'est autre que la communauté de descendance, la seule cause connue de la similitude des êtres organisés. Examinons maintenant les règles suivies en matière de classification et les difficultés qu'on trouve à les appliquer selon ce que l'on suppose que la classification indique quelques plans inconnus de création, ou qu'elle n'est simplement qu'un moyen d'énoncer des propositions générales et de grouper ensemble les formes les plus semblables. On aurait pu croire, et on a cru autrefois, que les parties de l'organisation qui déterminent les habitudes vitales et fixent la place générale de chaque être dans l'économie de la nature devaient avoir une haute importance au point de vue de la classification. Rien de plus inexact. Nul ne regarde comme importantes les similitudes extérieures qui existent entre la souris et la musaraigne, le dugong et la baleine, ou la baleine et un poisson. Ces ressemblances, bien qu'en rapport intime avec la vie des individus, ne sont considérées que comme de simples caractères analogiques ou d'adaptation. Mais nous aurons à revenir sur ce point. On peut même supposer en règle générale que, moins une partie de l'organisation est en rapport avec des habitudes spéciales, plus elle devient importante au point de vue de la classification. Owen dit, par exemple, en parlant du dugong, les organes de la génération étant ceux qui offrent les rapports les plus éloignés avec les habitudes et la nourriture de l'animal, je les ai toujours considérés comme ceux qui indiquent le plus nettement ses affinités réelles. Nous sommes moins exposés, dans les modifications de ces organes, à prendre un simple caractère d'adaptation pour un caractère essentiel. Chez les plantes, n'est-il pas remarquable de voir la faible signification des organes de la végétation dont dépendent leur nutrition et leur vie, tandis que les organes reproducteurs, avec leurs produits, la graine et l'embryon, ont une importance capitale? Nous ne devons donc pas, dans la classification, faire confiance à la ressemblance de parties de l'organisation, quelle que soit leur importance pour le bien d'un organisme par rapport au monde extérieur. C'est pour de telles raisons que presque tous les naturalistes accordent un très grand rôle aux ressemblances entre organes ayant une haute importance vitale ou physiologique. Sans aucun doute, une telle idée de l'importance classificatoire des organes importants est généralement vraie, mais ce n'est pas toujours le cas. Un même organe, tout en ayant, comme nous avons toutes raison de le supposer, à peu près la même valeur physiologique dans des groupes alliés, peut avoir une valeur toute différente au point de vue de la classification, et ce fait semble prouver que l'importance physiologique seule ne détermine pas la valeur qu'un organe peut avoir à cet égard. On ne saurait étudier à fond aucun groupe sans être frappé de ce fait que la plupart des savants ont d'ailleurs reconnu. Il suffira de citer les paroles d'une haute autorité, Robert Brown, qui, en parlant de certains organes des protéacés, dit au sujet de leur importance générique qu'elle est, comme celle de tous les points de leur conformation, non seulement dans cette famille, mais dans toutes les familles naturelles, très inégale et même, dans quelques cas, absolument nulle. Il ajoute, dans un autre ouvrage, que les genres des Conaracées diffèrent les uns des autres par la présence d'un ou de plusieurs ovaires, par la présence ou l'absence d'albumène et par leur préfloraison imbriquée ou valvulaire. Chacun de ces caractères pris isolément a souvent une importance plus que générique, bien que, pris tous ensemble, il semble insuffisant pour séparer les Cnétis des Conarus. Pour prendre un autre exemple chez les insectes, Westwood a remarqué que, dans une des principales divisions des hyménoptères, les antennes ont une conformation constante, tandis que dans une autre, elles varient beaucoup et présentent des différences d'une valeur très inférieure pour la classification. On ne saurait cependant soutenir que dans ces deux divisions du même ordre, les antennes ont une importance physiologique inégale. On pourrait citer un grand nombre d'exemples prouvant qu'un même organe important peut, dans un même groupe d'êtres vivants, varier quant à sa valeur en matière de classification.
De même, nul ne soutient que les organes rudimentaires ou astrophiés ont une importance vitale ou physiologique considérable. Cependant, ces organes ont souvent une haute valeur au point de vue de la classification. Ainsi, il n'est pas douteux que les dents rudimentaires qui se rencontrent à la mâchoire supérieure des jeunes ruminants et certains os rudimentaires de leurs jambes ne soient fort utiles pour démontrer l'affinité étroite qui existe entre les ruminants et les pachydermes. Robert Brown a fortement insisté sur l'importance qu'a, dans la classification des graminées, la position des fleurettes rudimentaires. On pourrait citer de nombreux exemples de caractères tirés des parties qui n'ont qu'une importance physiologique insignifiante, mais dont chacun reconnaît l'immense utilité pour la définition de groupes entiers. Ainsi, la présence ou l'absence d'une ouverture entre les fosses nasales et la bouche, le seul caractère, d'après Owen, qui distingue absolument les poissons des reptiles, l'inflexion de l'angle de la mâchoire chez les marsupiaux, la manière dont les ailes sont pliées chez les insectes, la couleur chez certaines algues, la seule pubescence sur certaines parties de la fleur chez les plantes herbacées, la nature des vêtements épidermiques, tels que les poils ou les plumes, chez les vertébrés. Si l'ornithorynque avait été couvert de plumes au lieu de poils, ce caractère externe et insignifiant aurait été regardé par les naturalistes comme aussi important dans la détermination du degré d'affinité de cet étrange animal présente avec les oiseaux, qu'une ressemblance dans la structure de tout autre organe interne important. L'importance qu'ont pour la classification les caractères insignifiants dépendent principalement de leur corrélation avec beaucoup d'autres caractères qui ont une importance plus ou moins grande. Il est évident en effet que l'ensemble de plusieurs caractères doit souvent, en histoire naturelle, avoir une grande valeur. Aussi, comme on en a souvent fait la remarque, une espèce peut s'écarter de ses alliés par plusieurs caractères ayant une haute importance physiologique ou remarquable par leur prévalence universelle, sans que cependant nous ayons le moindre doute sur la place où elle doit être classée. C'est encore la raison pour laquelle tous les essais de classification fondés sur un caractère unique, quelle qu'en puisse être l'importance, ont toujours échoué, aucune partie de l'organisation n'ayant une constance invariable. L'importance d'un ensemble de caractères, même quand chacun d'eux a une faible valeur, explique seul cet aphorisme de Linné, que les caractères ne donnent pas le genre, mais que le genre donne les caractères. Car cet axiome semble fondé sur l'appréciation d'un grand nombre de points de ressemblance trop légers pour être définis. Certaines plantes de la famille des Malpighiacées portent des fleurs parfaites et des fleurs dégénérées. Chez ces dernières, ainsi que l'a fait remarquer A. de Jussieu, la plus grande partie des caractères propres à l'espèce, au genre et à la famille et à la classe disparaissent, et se jouent ainsi de notre classification. Mais lorsque l'Aspicarpa nu, après plusieurs années de séjour en France, produit que des fleurs dégénérées, s'écartant si fortement sur plusieurs points essentiels de leur conformation du type propre à l'ordre, M. Richard reconnut cependant, avec une grande sagacité, comme le fait observer Jussieu, que ce genre devait quand même être maintenu parmi les Malpighiacées. Cet exemple me paraît bien propre à faire comprendre l'esprit de nos classifications. En pratique, les naturalistes s'inquiètent peu de la valeur physiologique des caractères qu'ils emploient pour la définition d'un groupe ou de la distinction d'une espèce particulière. S'ils rencontrent un caractère presque semblable, commun à un grand nombre de formes et qui n'existe pas chez d'autres, ils lui attribuent une grande valeur. S'il est commun à un moins grand nombre de formes, ils ne lui attribuent qu'une importance secondaire. Quelques naturalistes ont franchement admis que ce principe est le seul vrai, et nul ne l'a plus clairement avoué que l'excellent botaniste Auguste Saint-Hilaire. Si plusieurs caractères insignifiants se combinent toujours, on leur attribue une valeur toute particulière, bien qu'on ne puisse découvrir entre eux aucun lien apparent de connexion. Les organes importants, tels que ceux qui mettent le sang en mouvement, ceux qui l'amènent au contact de l'air et ceux qui servent à la propagation étant presque uniformes dans la plupart des groupes d'animaux, on les considère comme fort utiles pour la classification. Mais il y a des groupes d'êtres chez lesquels les organes vitaux les plus importants ne fournissent que des caractères d'une valeur secondaire. On conçoit aisément pourquoi des caractères dérivés de l'embryon doivent avoir une importance égale à ceux tirés de l'adulte. Car une classification naturelle doit, cela va sans dire, comprendre tous les âges. Mais au point de vue de la théorie ordinaire, il n'est nullement évident pourquoi la conformation de l'embryon doit être plus importante dans ce but que celle de l'adulte, qui seul joue un rôle complet dans l'économie de la nature. Cependant, deux grands naturalistes, Agassiz et Milne Edwards, ont fortement insisté sur ce point, que les caractères embryologiques sont les plus importants de tous. Et cette doctrine est très généralement admise comme vraie.
Il en va de même pour les plantes phanérogames, pour les plantes phanérogames, dont les divisions fondamentales sont fondées sur des différences de l'embryon, c'est-à-dire sur le nombre et la position des cotylédons, et sur le mode de développement de la plumule et de la radicule. Nous allons voir immédiatement que ces caractères n'ont une si grande valeur dans la classification que parce que leur système naturel n'est autre chose qu'un arrangement généalogique. Souvent, nos classifications suivent tout simplement la chaîne des affinités. Rien n'est plus facile que d'énoncer un certain nombre de caractères communs à tous les oiseaux, mais une pareille définition a jusqu'à présent été reconnue impossible pour les crustacés. On trouve aux extrémités opposées de la série des crustacés qui ont à peine un caractère commun et cependant les espèces les plus extrêmes étant évidemment alliées à celles qui leur sont voisines, celles-ci à d'autres, et ainsi de suite. On reconnaît que toutes appartiennent à cette classe des articulés et non aux autres. On a souvent employé dans la classification, peut-être peu logiquement, la distribution géographique, surtout pour les groupes considérables refermant des formes étroitement alliées. Temminck, Monsieur T.E.2.M.I.N.C.K. insiste sur l'utilité et même sur la nécessité de tenir compte de cet élément pour certains groupes d'oiseaux, et plusieurs étymologistes et botanistes ont suivi son exemple. Quant à la valeur comparative des divers groupes d'espèces tels que les ordres et les sous-ordres, les familles et les sous-familles et les genres, elle semble avoir été, au moins jusqu'à présent, presque complètement arbitraire. Plusieurs excellents botanistes, tels que M. Bentham et d'autres, ont particulièrement insisté sur cette valeur arbitraire. On pourrait citer, chez les insectes et les plantes, des exemples de groupes de formes considérés d'abord par des naturalistes expérimentés comme de simples genres, puis élevés au rang de sous-familles ou de familles. Non que de nouvelles recherches aient révélé d'importantes différences de conformation qui avaient échappé au premier abord, mais parce que depuis l'on a découvert de nombreuses espèces alliées, présentant de légers degrés de différence. Toutes les règles, toutes les difficultés, tous les moyens de classification qui précèdent s'expliquent, à moins que je me trompe étrangement, en admettant que le système naturel a pour base la descendance avec modification, et que les caractères regardés par les naturalistes comme indiquant des affinités réelles entre deux ou plusieurs espèces sont ceux qu'elles doivent par hérédité à un parent commun. Toute classification vraie est donc généalogique. La communauté de descendance est un lien caché, et le lien caché que les naturalistes ont, sans en avoir conscience, toujours recherché, sous prétexte soit de découvrir quelques plans inconnus de création, soit d'énoncer des propositions générales ou de réunir des choses semblables et de séparer des choses différentes. Mais je dois m'expliquer plus complètement. Je crois que l'arrangement des groupes dans chaque classe, d'après leurs relations et leur degré de subordination mutuelle, doit, pour être naturel, être rigoureusement généalogique. Mais que la somme des différences dans les diverses branches du groupe, alliées d'ailleurs au même degré de consanguinité avec leur ancêtre commun, peut différer beaucoup, car elle dépend des divers degrés de modification qu'ils ont subis. Or, c'est là ce qu'exprime le classement des formes en genre, en famille, en section ou en ordre. Le lecteur comprendra mieux ce que j'entends en consultant la figure du 4e chapitre. Supposons que les lettres A à L représentent des genres alliés, qui vécurent pendant l'époque silurienne, et qui descendent d'une forme encore plus ancienne. Certaines espèces, appartenant à 3 de ces genres, A, F et I, ont transmis jusqu'à nos jours des descendants modifiés, représentés par les 15 genres A14 à Z14, qui occupent la ligne horizontale supérieure. Tous ces descendants modifiés d'une seule espèce sont parents entre eux, au même degré, on pourrait métaphoriquement les appeler cousins à un même millionième degré. Cependant, ils diffèrent beaucoup les uns des autres et à des points de vue divers. Les formes descendues de A, maintenant divisées en 2 ou 3 familles, constituent un ordre distinct de celui comprenant les formes descendues de I, aussi divisées en 2 familles. On ne saurait non plus classer dans le même genre que les formes parentes A, les espèces actuelles qui en descendent, ni celles dérivant de I dans le même genre
que I. Mais on peut supposer que le genre existant F14 n'a été que peu modifié. Et on pourra le grouper avec le genre primitif F dont il est issu. C'est ainsi que quelques organismes encore vivants appartiennent à des genres siluriens, de sorte que la valeur comparative des différences entre ces êtres organisés, tous parents les uns des autres, au même degré de consanguinité, a pu être très différente. Leur arrangement généalogique n'en est pas moins resté rigoureusement exact, non seulement aujourd'hui, mais aussi à chaque période généalogique successive. Tous les descendants modifiés de A auront hérité quelque chose en commun de leurs communs parents. Il en aura été de même pour tous les descendants de I, et il en sera de même pour chaque branche subordonnée des descendants dans chaque période successive. Si toutefois nous supposons que quelques descendants de A ou de I se soient assez modifiés pour ne plus conserver de traces de sa parenté, sa place dans le système naturel sera perdue, ainsi que cela semble devoir être le cas pour quelques organismes existants. Tous les descendants du genre F dans toute la série généalogique ne formeront qu'un seul genre, puisque nous supposons qu'ils se sont peu modifiés. Mais ce genre, quoique fort isolé, n'en occupera pas moins la position intermédiaire qui lui est propre. La représentation des groupes indiqués dans la figure sur une surface plane est beaucoup trop simple. Les branches devraient diverger dans toutes les directions. Si nous nous étions bornés à placer en série linéaire les noms des groupes, nous aurions encore moins pu figurer un arrangement naturel, car il est évidemment impossible de représenter par une série sur une surface plane les affinités que nous observons dans la nature entre les êtres d'un même groupe. Ainsi donc, le système naturel ramifié ressemble à un arbre généalogique, comme un pédigré, mais la somme des modifications éprouvées par les différents groupes doit exprimer leur arrangement en ce qu'on appelle genre, sous-famille, famille, section, ordre et classe. Pour mieux faire comprendre cet exposé de la classification, prenons un exemple tiré des diverses langues humaines. Si nous possédions l'arbre généalogique complet de l'humanité, un arrangement généalogique des races humaines présenterait la meilleure classification des diverses langues parlées actuellement dans le monde entier. Si toutes les langues mortes et tous les dialectes intermédiaires et graduellement changeants devaient y être introduits, un tel groupement serait le seul possible. Cependant, il se pourrait que quelques anciennes langues, s'étant fort peu altérées, n'eussent engendré qu'un petit nombre de langues nouvelles, tandis que d'autres, par suite de l'extension de l'isolement ou de l'état de civilisation des différentes races descendantes, auraient pu se modifier considérablement et produire ainsi un grand nombre de nouveaux dialectes et de nouvelles langues. Les divers degrés de différence entre les langues dérivant d'une même souche devraient donc s'exprimer par des groupes subordonnés à d'autres groupes. Mais le seul arrangement convenable ou même possible serait encore l'ordre généalogique. Ce serait en même temps l'ordre strictement naturel car il rapprocherait toutes les langues mortes et vivantes suivant leurs affinités les plus étroites en indiquant la filiation et l'origine de chacune d'elles. Pour vérifier cette hypothèse, jetons un coup d'œil sur la classification des variétés qu'on suppose et qu'on sait descendues d'une espèce unique. Les variétés sont groupées sous les espèces, les sous-variétés sous les variétés et dans quelques cas même, comme pour les pigeons domestiques, on distingue encore plusieurs autres nuances de différence. On suit en un mot à peu près les mêmes règles que pour la classification des espèces. Les auteurs ont insisté sur la nécessité de classer les variétés d'après un système naturel et non pas d'après un système artificiel. On nous avertit par exemple de ne pas classer ensemble deux variétés d'ananas, bien que leur fruit, la partie la plus importante de la plante, soit presque identique. Nul ne place ensemble le navet commun et le navet de Suède, bien que leurs tiges épaisses et charnues soient si semblables. On classe les variétés d'après les parties qu'on reconnaît être les plus constantes. Ainsi, le grand agronome Marshall dit que pour la classification du bétail, on se sert avec avantage des cornes parce que ces organes varient moins que la forme ou la couleur du corps, etc. Tandis que chez les moutons, les cornes sont moins utiles sous ce rapport parce qu'elles sont moins constantes. Pour les variétés, je suis convaincue que l'on préférerait certainement une classification généalogique, si l'on avait tous les documents nécessaires pour l'établir. On l'a essayé, d'ailleurs, dans quelques cas. On peut être certain, en effet, quelle qu'ait été du reste l'importance des modifications subies que le principe d'hérédité doit tendre à grouper ensemble les formes alliées par le plus grand nombre de points de ressemblance. Bien que quelques sous-variétés du pigeon culbutant diffèrent des autres par leur long bec, ce qui est un caractère important, elles sont toutes reliées les unes aux autres par l'habitude de culbuter,
qui leur est commune. La race à courte face a, il est vrai, presque totalement perdu cette aptitude, ce qui n'empêche cependant pas qu'on la maintienne dans ce même groupe à cause de certains points de ressemblance et de sa communauté d'origine avec les autres. Si l'on pouvait prouver que l'Otanto descendait du nègre, je crois qu'il serait classé sous le groupe nègre, quelles que soient les différences de couleur et d'autres caractères importants avec le nègre. Ces propos étaient tenus au XIXe siècle, donc le racisme était déjà présent, mais aujourd'hui on ne peut plus dire ça. À l'égard des espèces, à l'état de nature, chaque naturaliste a toujours fait intervenir l'élément généalogique dans ses classifications, car il comprend les deux sexes dans la dernière de cette division, l'espèce. On sait cependant combien les deux sexes diffèrent parfois l'un de l'autre par les caractères les plus importants. C'est à peine si l'on peut attribuer un seul caractère commun aux mâles adultes et aux hermaphrodites de certains cirripèdes. Que cependant personne ne songe à séparer. Les naturalistes comprennent dans une même espèce les diverses phases de la larve d'un même individu, quelque différentes qu'elles puissent être l'une de l'autre, et de la forme adulte. Ils y comprennent également les générations dites alternantes, de Stringstrup, qu'on ne peut que techniquement considérer comme formant un même individu. Ils comprennent encore dans l'espèce les formes monstrueuses et les variétés non parce qu'elles ressemblent particulièrement à leur forme parente, mais parce qu'elles en descendent. Celui qui croit que le coucou descend de la prime-vert ou l'inverse les range ensemble comme une espèce unique. Aussitôt que l'on a reconnu que les trois formes d'orchidées, Monacanthus, Myanthus et Catasetum, antérieurement groupées sous trois genres, se rencontrent quelquefois sur la même plante, on les a considérées comme une seule espèce. Mais dira-t-on, que faire si l'on pouvait prouver qu'une espèce de kangourou descendait après un long processus de modification d'un ours? Devrions-nous ranger cette espèce avec les ours? Et que faire alors des autres espèces? Cette supposition est bien sûr absurde, et je pourrais y répondre par un argument ad hominem, et demander ce qu'il faudrait faire si l'on voyait un kangourou parfait sortir du sein d'une ours. Selon toutes les analogies, il serait rangé avec les ours. Mais alors toutes les autres espèces de la famille du kangourou devraient être classées dans le genre ours. Tout ce cas est absurde, car là où il y a parenté étroite dans la descendance, il y a certainement ressemblance étroite ou affinité. Puisqu'on a universellement invoqué la généalogie pour classer ensemble les individus de la même espèce, malgré les grandes différences qui existent quelquefois entre les mâles, les femelles et les larves, puisqu'on s'est fondé sur elle pour grouper des variétés qui ont subi des changements parfois très considérables, ne pourrait-il pas se faire qu'on ait utilisé d'une manière inconsciente ce même élément généalogique pour le groupement des espèces dans les genres et de ceux-ci dans les groupes plus élevés, bien qu'en de tels cas la modification ait été plus grande en degrés et ait pris plus de temps à s'accomplir. Si je crois que tel est le guide qu'on a inconsciemment suivi, et je ne saurais m'expliquer autrement la raison des diverses règles auxquelles se sont conformés nos meilleurs systématistes, ne possédant point de généalogie écrite, il nous faut détruire la communauté d'origine de ressemblance de tout genre. Nous choisissons pour cela les caractères qui, autant que nous en pouvons juger, nous paraissent probablement avoir été le moins modifiés par l'action des conditions extérieures auxquelles chaque espèce a été exposée dans une période récente. À ce point de vue, les conformations rudimentaires sont aussi bonnes, souvent meilleures, que d'autres parties de l'organisation. L'insignifiance d'un caractère nous importe peu, que ce soit une simple inflexion de l'angle de la mâchoire, la manière dont l'aile d'un insecte est pliée, que la peau soit garnie de plumes ou de poils, peu importe, pourvu que ce caractère se retrouve chez des espèces nombreuses et diverses, et surtout chez celles qui ont des habitudes très différentes. Il acquiert aussitôt une grande valeur. Nous ne pouvons en effet expliquer son existence chez tant de formes à habitudes si diverses que par l'influence héréditaire d'un ancêtre commun. Nous pouvons à cet égard nous tromper sur certains points isolés de conformation, mais lorsque plusieurs caractères sont si insignifiants qu'ils soient, se retrouvent dans un vaste groupe d'êtres doués d'habitudes différentes, on peut être à peu près certain, d'après la théorie de la descendance, que ces caractères proviennent par hérédité d'un commun ancêtre. Or, nous savons que ces ensembles de caractères ont une valeur toute particulière en matière de classification.
Il devient aisé de comprendre pourquoi une espèce ou un groupe d'espèces, bien que s'écartant des formes alliées par quelques traits caractéristiques importants, doit cependant être classé avec elles, ce qui peut se faire et se fait souvent lorsqu'un nombre suffisant de caractères si insignifiants qu'ils soient subsiste pour trahir le lien caché dû à la communauté d'origine. Lorsque deux formes extrêmes n'offrent pas un seul caractère en commun, il suffit de l'existence d'une série continue de groupes intermédiaires les reliant les unes aux autres, l'une à l'autre, pour nous autoriser à conclure à leur communauté d'origine et à les réunir dans une même classe. Comme les organes ayant une grande importance physiologique, ceux par exemple qui servent à maintenir la vie dans des conditions d'existence les plus diverses sont généralement les plus constants. Nous leur accordons une valeur spéciale. Mais si, dans un autre groupe ou dans une section de groupe, nous voyons ces mêmes organes différer beaucoup, nous leur attribuons immédiatement moins d'importance pour la classification. Nous verrons tout à l'heure pourquoi, à ce point de vue, les caractères embryologiques ont une si haute valeur. La distribution géographique peut parfois être employée utilement dans les classements des grands genres, parce que toutes les espèces d'un même genre habitant une région isolée et distincte descendent selon toute probabilité des mêmes parents. Les remarques précédentes nous permettent de comprendre la distinction très essentielle qu'il importe d'établir entre les affinités réelles et les ressemblances d'adaptation ou ressemblances analogues. Lamarck a le premier attiré l'attention sur cette distinction, admise ensuite par Maclay et d'autres. La ressemblance générale du corps est celle des membres antérieurs en forme de nageoire qu'on remarque entre le dugong, animal pachyderme, et la baleine, ainsi que la ressemblance entre ces deux mammifères et les poissons, sont des ressemblances analogues. On compte d'innombrables cas de ressemblance chez les insectes. Ainsi, Linné, trompé par l'apparence extérieure, classe un insecte homoptère parmi les phalènes. Nous remarquons des faits analogues même chez nos variétés domestiques, tout comme les tiges, semblablement épaissies du navet commun et du navet de Suède. La ressemblance entre le lévrier et le cheval de course est à peine plus imaginaire que certaines analogies que beaucoup de savants ont signalées entre des animaux très différents. En partant de ce principe que les caractères n'ont d'importance réelle que pour la classification qu'autant qu'ils révèlent les affinités généalogiques, on peut aisément comprendre pourquoi des caractères analogues ou d'adaptation, bien que d'une haute importance pour la prospérité de l'individu, peuvent n'avoir presque aucune valeur pour les systématistes. Les animaux appartenant à deux lignées d'ancêtres très distincts peuvent, en effet, s'être adaptés à des conditions semblables et avoir ainsi acquis une grande ressemblance extérieure, mais ces ressemblances, loin de révéler leur relation de parenté, tendent plutôt à les dissimuler. Ainsi s'explique encore ce principe paradoxal en apparence que les mêmes caractères sont analogues lorsqu'on compare un groupe à un autre groupe, mais qu'ils révèlent de véritables affinités chez les membres d'un même groupe. Comparés les uns aux autres. Ainsi, la forme du corps et les membres en forme de nageoire sont des caractères purement analogues lorsqu'on compare la baleine au poisson, parce qu'ils constituent dans les deux classes une adaptation spéciale en vue d'un mode de locomotion aquatique. Mais la forme du corps et les membres en forme de nageoire prouvent de véritables affinités entre les divers membres de la famille des baleines, car ces divers caractères sont si extrêmement semblables dans toute la famille qu'on ne saurait douter qu'ils proviennent par hérédité d'un ancêtre commun. Il en est de même pour les poissons. Comme des espèces appartenant à des classes distinctes, se sont souvent adaptées, par suite de légères modifications successives, à vivre dans des conditions semblables, par exemple, à habiter la terre, l'air ou l'eau, il n'est peut-être pas impossible d'expliquer comment il se fait qu'on ait observé quelquefois un parallélisme numérique entre les sous-groupes de classes distinctes. Frappé d'un parallélisme de ce genre, un naturaliste, en élevant ou en rabaissant arbitrairement la valeur des groupes de plusieurs classes, valeur jusqu'ici complètement arbitraire, ainsi que l'expérience l'a toujours prouvé, pourrait aisément donner à ce parallélisme une grande extension. C'est ainsi que très probablement on a imaginé les classifications septénaires, quinaires, quaternaires et ternaires. Comme les descendants modifiés d'espèces dominantes appartenant au plus grand genre tendent à hériter des avantages auxquels les groupes dont ils font partie doivent leur extension et leur prépondérance, ils sont plus aptes à se répandre au loin et à occuper des places nouvelles dans l'économie de la nature. Les groupes les plus grands et les plus dominants dans chaque classe tendent ainsi à s'agrandir davantage et, par conséquent, à supplanter beaucoup d'autres groupes plus petits et plus faibles. On s'explique ainsi pourquoi tous les organismes éteints et vivants sont compris dans un petit nombre d'ordres et dans un nombre de classes plus restreint encore, et tous dans un grand système naturel.
Un fait assez frappant prouve le petit nombre des groupes supérieurs et leur vaste extension sur le globe. C'est que la découverte de l'Australie n'a pas ajouté un seul insecte appartenant à une classe nouvelle. C'est ainsi que, dans le règne végétal, cette découverte n'a ajouté, selon le docteur Hooker, que 2 ou 3 petites familles à celles que nous connaissions déjà. J'ai cherché à établir dans le chapitre sur les successions géologiques, en vertu du principe que chaque groupe a généralement divergé beaucoup en caractère pendant la marche longue et continue de ses modifications, comment il se fait que les formes les plus anciennes présentent souvent des caractères jusqu'à un certain point intermédiaire entre des groupes existants. Un petit nombre de ces formes anciennes et intermédiaires a transmis jusqu'à ce jour des descendants peu modifiés, qui constituent ce que l'on appelle les espèces aberrantes ou osculantes. Plus une forme est aberrante, plus le nombre des formes exterminées et totalement disparues qui la rattachaient à d'autres formes doit être considérable. Nous avons la preuve que les groupes aberrants ont dû subir de nombreuses extinctions, car ils ne sont ordinairement représentés que par un très petit nombre d'espèces. Ces espèces en outre sont le plus souvent très distinctes les unes des autres, ce qui implique encore de nombreuses extinctions. Le genre Ornithorhynchus et l'Épidosirin, par exemple, n'auraient pas été moins aberrants s'ils eussent été représentés chacun pour une douzaine d'espèces au lieu de l'être aujourd'hui. Par une seule. Mais une telle richesse en espèces, après une investigation, est rarement l'apanage des espèces aberrantes. Nous ne pouvons, je crois, expliquer ce fait qu'en considérant les groupes aberrants comme des formes vaincues par des concurrents plus heureux, et qu'un petit nombre de membres qui se sont conservés sur quelques points grâce à des conditions particulièrement favorables représentent seuls aujourd'hui. M. Waterhouse a remarqué que lorsqu'un animal appartenant à un groupe présente quelques affinités avec un autre groupe tout à fait distinct, cette affinité est, dans la plupart des cas, générale et non spéciale. Ainsi, d'après M. Waterhouse, le whiscache est, de tous les rongeurs, celui qui se rapproche le plus des marsupiaux, mais ses rapports avec cet ordre portent sur des points généraux, c'est-à-dire qu'elle ne se rapproche pas plus d'une espèce particulière de marsupial que d'une autre. Or, comme on admet que ces affinités sont réelles et non pas simplement le résultat d'adaptation, elles doivent, selon ma théorie, provenir par hérédité d'un ancêtre commun. Nous devons donc supposer soit que tous les rongeurs, y compris le whiscache, descendent de quelques espèces très anciennes de l'ordre des marsupiaux, qui auraient naturellement présenté des caractères plus ou moins intermédiaires entre les formes existantes de cet ordre, soit que les rongeurs et les marsupiaux descendent d'un ancêtre commun et que les deux groupes ont depuis subi de profondes modifications dans des directions divergentes. Dans les deux cas, nous devons admettre que le whiscache a conservé par hérédité un plus grand nombre de caractères de son ancêtre primitif que ne l'ont fait les autres rongeurs. Par conséquent, elle ne doit se rattacher spécialement à aucun marsupial existant, mais indirectement à tous ou à presque tous, parce qu'ils ont conservé en partie le caractère de leur commun ancêtre ou de quelques membres très anciens du groupe. D'autre part, ainsi que le fait remarquer M. Waterhouse, de tous les marsupiaux, c'est le Phascolimys qui ressemble le plus non à une espèce particulière de rongeur, mais en général à tous les membres de cet ordre. On peut toutefois, dans ce cas, soupçonner que la ressemblance est purement analogue, le Phascolimys ayant pu s'adapter à des habitudes semblables à celles des rongeurs. Happé de Candolle a fait des observations à peu près analogues sur la nature générale des affinités de familles distinctes de plantes. En partant du principe que les espèces descendues d'un parent commun se multiplient en divergeant graduellement en caractère, tout en conservant par héritage quelques caractères communs, on peut expliquer les affinités complexes et divergentes qui rattachent les unes aux autres tous les membres d'une même famille, ou même d'un groupe plus élevé. En effet, l'ancêtre commun de toute une famille, actuellement fractionnée par l'extinction en groupes et en sous-groupes distincts, a dû transmettre à toutes les espèces quelques-unes de ces caractères modifiés, de diverses manières à divers degrés. Ces diverses espèces doivent, par conséquent, être alliées les unes aux autres par des lignées d'affinités tortueuses et de longueur inégale, remontant dans le passé par un grand nombre d'ancêtres. De même qu'il est fort difficile de saisir les rapports de parenté entre les nombreux descendants d'une noble et ancienne famille, ce qui est même presque impossible sans le secours d'un arbre généalogique, on peut comprendre combien a dû être grande
pour le naturaliste la difficulté de décrire sans l'aide d'une figure les diverses affinités qu'il remarque entre les nombreux membres vivants et éteints d'une même grande classe naturelle. L'extinction, ainsi que nous l'avons vu au 4e chapitre, a joué un rôle important en déterminant et en augmentant toujours les intervalles existants entre les divers groupes de chaque classe. Nous pouvons ainsi nous expliquer pourquoi les diverses classes sont si distinctes les unes des autres. La classe des oiseaux, par exemple, comparée aux autres vertébrés. Il suffit d'admettre qu'un grand nombre de formes anciennes qui reliaient autrefois les ancêtres reculés des oiseaux à ceux des autres classes de vertébrés, alors moins différenciés, se sont depuis tout à fait perdus. L'extinction des formes qui reliaient autrefois les poissons aux batraciens a été moins complète. Il y a encore eu moins d'extinctions dans d'autres classes, celle des crustacés par exemple, car les formes les plus étonnantes et étonnamment diverses y sont encore reliées par une longue chaîne d'affinités qui n'est que partiellement interrompue. L'extinction n'a fait que séparer les groupes, elle n'a contribué en rien à les former. Car si toutes les formes qui ont vécu sur la Terre venaient à reparaître, il serait sans doute impossible de trouver des définitions de nature à distinguer chaque groupe, mais leur classification naturelle ou plutôt leur arrangement naturel serait possible. C'est ce qu'il est facile de comprendre en reprenant notre figure. Les lettres A à L peuvent représenter 11 genres de l'époque silurienne, dont quelques-unes ont produit des groupes importants de descendants modifiés. On peut supposer que chaque forme intermédiaire dans chaque branche est encore vivante et que ces formes intermédiaires ne sont pas plus écartées les unes des autres que ne le sont les variétés actuelles. En pareil cas, il serait absolument impossible de donner des définitions qui permissent de distinguer les membres des divers groupes de leurs parents et de leurs descendants immédiats. Néanmoins, l'arrangement naturel que représente la figure n'en serait pas moins exact, car, en vertu du principe de l'hérédité, toutes les formes descendant de A, par exemple, posséderaient quelques caractères communs. Nous pouvons dans un arbre distinguer telle ou telle branche, bien qu'à leur point de bifurcation, elles s'unissent et se confondent. Nous ne pourrions pas, comme je l'ai dit, définir les divers groupes, mais nous pourrions choisir des types ou des formes comportant la plupart des caractères de chaque groupe, petit ou grand, et donner ainsi une idée générale de la valeur des différences qui les séparent. C'est ce que nous serions obligés de faire si nous parvenions jamais à recueillir toutes les formes d'une classe qui ont vécu dans le temps et dans l'espace. Il est certain que nous n'arriverons jamais à parfaire une collection aussi complète. Néanmoins, pour certaines classes, nous tendons à ce résultat. Et Milne Edwards a récemment insisté dans un excellent mémoire sur l'importance qu'il y a à s'attacher aux types, que nous puissions ou non séparer et définir les groupes auxquels ces types appartiennent. En résumé, nous avons vu que la sélection naturelle qui résulte de la lutte pour l'existence et qui implique presque inévitablement l'extinction des espèces et la divergence des caractères chez les descendants d'une même espèce parente, explique les grands traits généraux des affinités de tous les êtres organisés, c'est-à-dire leur classement en groupes subordonnés à d'autres groupes. C'est la raison des rapports généalogiques que nous classons les individus des deux sexes et de tous les âges dans une même espèce, bien qu'ils puissent n'avoir que peu de caractères en commun. La classification des variétés reconnues, quelque différentes qu'elles soient de leurs parents, repose sur le même principe et je crois que cet élément généalogique et le lien caché que les naturalistes ont cherché sous le nom du système naturel. Dans l'hypothèse que le système naturel, au point où il en est arrivé, est généalogique en son arrangement, les termes genre, famille, ordre, etc. n'expriment que des degrés de différence entre les descendants d'un même ancêtre et nous pouvons comprendre les règles auxquelles nous sommes forcés de nous conformer dans nos classifications. Nous pouvons comprendre pourquoi nous accordons à certaines ressemblances plus de valeur qu'à certaines autres, pourquoi nous utilisons les organes rudimentaires et inutiles ou n'ayant que peu d'importance physiologique, pourquoi en comparant un groupe avec un autre groupe distinct, nous repoussons sommairement les caractères analogues ou d'adaptation, tout en employant dans les limites d'un même groupe. Tout en les employant dans les limites d'un même groupe. Nous voyons clairement comment il se fait que toutes les formes vivantes et éteintes peuvent être regroupées en un grand système, et comment il se fait que les divers membres de chacune d'elles sont réunis les unes aux autres par les lignes d'affinité les plus complexes et les plus divergentes. Nous ne parviendrons probablement jamais à démêler l'inextricable réseau des affinités qui unissent entre eux les membres de chaque classe,
Mais si nous nous proposons un but distinct, sans chercher quelque plan de création inconnu, nous pouvons espérer faire des progrès lents mais sûrs. Morphologie. Unité de type. Les diverses parties et les divers organes sont homologues chez les différentes espèces de la même classe. Examen comparé des diverses parties ou des divers organes chez le même individu. Embryologie. Différence entre la conformation de l'embryon et celle de l'adulte. Similitude de diverses parties d'un embryon destinées à devenir dissemblables chez l'adulte. Ressemblance générale entre les embryons et les larves des espèces d'une même classe. Cas d'organisation supérieure de la larve par rapport à celle de l'animal adulte. Apparition tardive des variations légères. Leur caractère est héréditaire à l'âge correspondant. La conformation de l'embryon indique souvent la conformation de l'ancêtre très ancien et le moins modifié du groupe. Les formes éteintes ressemblant souvent à l'état adulte, aux embryons des espèces actuelles de la même classe. Organes rudimentaires atrophiés et avortés. Caractéristiques de développement, variation, un organe devenu nuisible ou inutile par suite de changements dans les conditions d'existence peut se modifier et servir à un autre usage. Un organe peut conserver une seule des fonctions qu'il remplissait précédemment. Un organe devenu inutile peut devenir variable, sans plus d'obstacles de la sélection naturelle.